Donc on va continuer sur notre lancée. Donc là, on va faire un petit retour d'expérience chez un de nos clients. Donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir l'architecte de la MAF, Monsieur Mathias Gros-Perrin. Bonjour Mathias. Bonjour. Monsieur Gros-Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc la MAF, c'est un de nos clients, c'est l'ENSA, et on fait du .NET Core chez eux. Voilà, donc c'est l'occasion justement qu'ils nous fassent un petit retour sur un retour d'expérience sur comment ça se passe, pour qu'on ait un petit comparatif, que vous voyez peut-être par rapport au stade où vous en êtes dans vos entreprises aussi. Et surtout, on va réserver un petit temps pour des questions-réponses aussi, si vous avez des questions particulières, pour avoir un retour justement d'une entreprise qui est déjà passée en .NET Core en partie. Donc Mathias, est-ce que tu peux nous présenter, te présenter rapidement la MAF? Donc, je suis Mathias Gros-Perrin, je suis architecte du SI à la MAF, donc avec un seul A. C'est la Mutuelle des architectes français. Donc nous, on assure le risque professionnel des architectes du bâtiment et pas du SI. On est le plus gros acteur du marché, c'est à peu près 85%, on assure à peu près 85% des architectes en France. On a un risque qui est très particulier et qui explique certains de nos choix. Dans la construction, les sinistres, ils interviennent en moyenne 7 ans après la livraison d'un ouvrage. Et donc, on réfléchit beaucoup sur le long terme, tout le temps sur le long terme. Donc, tous nos projets sont pensés sur le long terme, sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour gagner dans les années à venir. Et donc voilà, c'est quelque chose de très important chez nous. On fait rarement de choix à court terme et on pense vraiment à long terme, notamment sur ASP.NET Core et .NET Core. Ça marche. Mathias, première question, est-ce que vous êtes full .NET au niveau de votre SI ou vous avez d'autres technologies? On est quasi full .NET, quasi full Microsoft. On a 2-3 petites choses qui ne sont pas Microsoft, parce que Microsoft ne fait pas. Mais sinon, on est full Microsoft depuis pas mal de temps. Du SQL Server pour stockage de données, on fait que du web, donc que de l'ASP.NET, de l'ASP classique, okay. 3.0, celui de 96. Ça existe encore chez nous. Dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Ouais, de l'Access 97. On a aussi du VBA, non? Oui, du VBA, oui. Ah, ben, on a de tout. Okay, on est full Microsoft, dans les deux sens. On fait tout Microsoft. De l'ASP.NET, du WebForm encore, en VBNet. Okay. Non plus, c'est pas encore mort. Ça marche. Oui. Ça marche. De l'ASP.NET MVC, et puis un site en production en ASP.NET Core, depuis octobre-novembre. Ça marche. 2016. Super. Du coup, votre infra aujourd'hui, c'est une infra que vous maintenez vous-même? Oui, on est aujourd'hui encore sur des serveurs propriétaires qu'on gère nous. On est en train d'externaliser notre seul serveur chez un hébergeur dont c'est le métier, qui fera ça, on l'espère, mieux que nous. Mais pour le moment, c'est nos serveurs auxquels on tient particulièrement et qui hébergent l'intégralité de notre SI. Et est-ce que vous prévoyez du coup d'utiliser la nouvelle plateforme cloud de Microsoft dans un futur proche, voire lointain? Dans un futur proche, je ne pense pas. Parce qu'après, il y a des questions de coûts. Les serveurs nous appartiennent, il faut les rentabiliser. Après, je pense que c'est le sens de l'histoire d'aller sur le cloud. Et vu qu'on est sur les technos Microsoft, le cloud Azure est le mieux placé a priori. Ok, ça marche. Et du coup, pourquoi avez-vous fait le choix, comment même avez-vous fait ce choix de démarrer un projet, voire plusieurs projets en .NET Core ou MVC Core aujourd'hui? Combien vous en avez à date d'ailleurs?
Alors, on en a un en production et un qui démarre. D'accord. En fait, le choix s'est fait presque naturellement. Comme je disais, on réfléchit à long terme. Là, on est en train de démarrer le dernier gros projet de refonte de notre SI. Donc, essayer de virer ce qui reste d'ASP classique et d'Access 97. C'est un projet de refonte de toute la chaîne sinistre, donc qui permet de gérer l'ensemble des sinistres de la MAF. Il y en a quelques-uns. Et donc, on s'est posé la question de quelle technologie choisir, sachant que Microsoft sortait une nouvelle plateforme, une nouvelle stack, et que c'est un projet qui va durer, je pense, 2-3 ans de développement et qui va rester en production pendant quelques longues années. Donc, moi, j'ai pensé à ASP.NET Core et je ne voulais pas partir dessus comme ça sur un énorme projet, plusieurs milliers de jours hommes, sans l'avoir un peu testé. Donc, on a eu un petit site technologique techniquement, mais un gros site pour nous, d'un point de vue impact, qui est le site qui permet de valider, de télécharger des attestations d'assurance pour nos adhérents. Sachant qu'un architecte dans le bâtiment ne peut pas travailler s'il n'est pas assuré. C'est quelque chose de très important. À chaque fois qu'ils répondent à des concours, ils ont besoin de ces attestations. Donc, c'est un site qui est stratégiquement très important. Mais techniquement, c'est quelque chose d'assez faible, assez petit. Donc, on a décidé de tester quelque part ASP.NET Core avec ce site-là. Et si vous regardez un peu en arrière, est-ce que il y a un an de cela, est-ce que vous seriez parti sur du .NET Core? Alors, avec un peu de recul, on va dire. Un an en arrière, sur le projet de refonte des sinistres, oui. D'accord. Parce donc, en gros, c'est un nouveau projet. Une certaine confiance dans le fait que Microsoft soit capable d'ici du coup 3-4 ans finaliser la plateforme. Pour le site des attestations, là clairement non. On est une compagnie d'assurance, ceinture, bretelles et encore d'autres choses pour bien être sûr. Donc on ne serait pas parti en production sur quelque chose qui n'est pas Donc, il y a quand même des contraintes métiers fortes qui font que ce type de décision reste sensible. Oui, on essaie de suivre les technologies, mais on ne fait pas mumuse non plus. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que vous rencontrez des difficultés à date de faire cohabiter votre SI existant et vos nouveaux projets en .NET Core? Alors, on n'a finalement pas de projet en .NET Core en production. Le site qui est en ASP.NET Core tourne sur du framework .NET classique, justement parce qu'on a quelques librairies tierces qui ne sont pas compatibles avec .NET Core. Vous avez des packages réutilisables utilisés par toutes vos applications qui nécessitent un effort de migration aujourd'hui que vous ne pouvez pas peut-être vous permettre. Alors, ce n'est pas tant sur des librairies internes que sur des librairies tierces. D'accord. On a cette problématique-là. Mais je suis à peu près sûr que ça va assez vite évoluer. Et qu'on pourra assez vite passer sur du .NET Core et avoir, j'espère, quelques gains, notamment en performance et en capacité à réduire la taille de notre infra pour héberger nos sites. D'accord, ça marche. .NET Core n'est pas finalisé à date. Du coup, est-ce que vous avez des attentes particulières au vu de l'évolution aujourd'hui du framework que vous pouvez suivre de loin? Le tooling. Le tooling, ok. Il faudrait qu'ils en sortent un, ce serait bien. Et puis, améliorer vraiment la compatibilité avec le framework .NET classique. Toutes les librairies existantes qui sont d'une incroyable richesse et qu'on peut difficilement réutiliser. Très peu réutiliser. Ça marche. Alors, je pense notamment à tout un tas de composants faits par des éditeurs tiers, Aspose, Essential Object, genre de composants qui ne sont pas compatibles avec .NET Core aujourd'hui et qui sont problématiques. Ça marche. Et comptez-vous basculer toutes vos applications, en tout cas en .NET Core, on va dire dans les futurs, un peu en se projetant sur 2-3 ans, si les versions suivantes sont plus satisfaisantes, si le tooling s'améliore vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez quand même en tête derrière? Alors, il y aura a priori pas de projet technique de refonte des applications en ASP.NET Core ou en .NET Core. D'accord. Parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire avant.
Ok. Par contre, si on doit refondre une application, on partira sur de l'ASP.NET Core et du .NET Core dans la mesure du D'accord. possible. Donc il faut que l'occasion se présente et que les conditions soient réunies pour Exactement. Je pense à 2 projets qu'on a chez nous. Gestion de contrats qui sont en Silverlight aujourd'hui. Oui, il y en a encore. Ok. Et un jour, il faudra… Ça marche. Ça marche. Okay. Ça marche très bien. Les utilisateurs sont très contents. Curieux. Non. Ils sont très contents. Il faudra les refaire. À ce moment-là, on les refera en ASP.NET Core. D'accord. Mais il y a des projets qu'on vient de refaire là récemment en ASP.NET MVC. Ceux-là, il y a moins de chances que dans un avenir proche, on décide juste de les refaire en ASP.NET Core, juste pour les refaire. Ok, du coup, j'aurais une question un peu difficile. Est-ce que vous avez une stratégie orientée DevOps au sein de la MAF? On a une stratégie. Tout court. Ouais. Pour nous, elle est orientée DevOps. Je pense que pour des entreprises du web, elle n'est pas DevOps du tout. D'accord. On travaille à améliorer les relations entre les développeurs et puis les équipes d'infrastructure, à améliorer le monitoring, à améliorer nos pratiques de livraison en prod, d'analyse des problèmes. Okay. Du coup, comment faites-vous vos déploiements, vos MEP aujourd'hui à date? Aujourd'hui, on utilise TFS 2017. D'accord. Pour tous les déploiements sur les environnements hors prod, ils sont automatisés avec TFS et Release Management. D'accord. Avec Michael qui nous aide là-dessus. Okay. Et sur les environnements production, pour le moment, c'est encore des déploiements qui sont réalisés manuellement. D'accord. Et donc, on a un travail sur le premier trimestre, voire premier semestre de l'année pour les intégrer dans Release Management et automatiser les déploiements. Donc, vous avez déjà des builds automatisés et des templates de Release Management sur certains projets et normalement, ça devrait se concrétiser sur cette année. Oui. Il nous manque que la partie production qui est toujours la plus longue à mettre en place. D'accord. Et du coup, on intervient chez vous, donc Selensa intervient à la MAF. Dans quelle mesure on vous aide? Comment vous nous percevez en fait, vous, sur la partie expertise, coaching, développement, DevOps justement? Alors, vous intervenez donc avec Michael Criff, donc, Michael Criff, justement, qui fera une présentation tout à l'heure. Sur la partie ALM, donc tout ce qui est TFS, déploiement, build, automatisé. Et par ton biais et par différents consultants sur du développement. D'accord. Sur la partie ALM, c'est vraiment un apport de quelles sont les bonnes pratiques, comment on peut les mettre en place, et puis de la formation un peu des équipes sur toutes les nouveautés, tout ce qui change, parce que les choses évoluent beaucoup. Effectivement. Et sur la partie développement, c'est aussi faire de la veille et d'aider les équipes à monter en compétence sur toutes ces nouveautés, tout ce que ça implique, tous les changements que ça peut introduire. Ça marche. Ok, donc Monsieur Grosperin, j'aurais une dernière question, donc avec du recul un peu et vos premières expériences en .NET Core au sein de la MAF, quelles sont vos recommandations, conseils pour les entreprises qui voudraient sauter le pas ici dans la salle, par exemple? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous ça va dépendre pour moi de la taille du projet et puis de D'accord. de quand est-ce qu'il doit être livré. Si c'est un projet qui n'est pas trop petit, on peut commencer dès maintenant. Si c'est un projet qui est plus important, il faut attendre le tooling. C'est juste. Aujourd'hui, ça manque énormément. Nous, on est quand même un petit peu particulier. On est entièrement on-premise. Déployer de l'ASP.NET Core on-premise, c'est pas simple. Il n'y a rien qui existe. Il faut tout faire à la main. C'est vraiment pas simple. Après, je pense que pour les gens qui sont dans Azure, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Si le projet n'est pas trop gros, on peut encore, nous, ce qu'on fait, c'est faire les choses manuellement. D'accord. Mais dès que les projets commencent à devenir assez importants, le tooling, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Ça bouge beaucoup a priori dans le bon sens, mais c'est vraiment pas encore ça.
Donc, Mathias, je vous remercie. Donc, merci à Mathias d'avoir participé à ce retour d'expérience. On a une dizaine de minutes, 5-10 minutes. Est-ce que certains auraient des questions en particulier? Oui. J'aimerais bien savoir comment vous avez réussi à convaincre vos supérieurs et l'ensemble de partir sur du ASP.NET Core qui n'est pas encore complètement connecté. Ok, donc la question c'est comment est-ce que l'architecte de l'AMAF a réussi à convaincre sa hiérarchie à sauter le pas vers du .NET Core? C'est bien ça, hein? Ouais. On est encore filmé là? On est encore filmé, on est en live. Je suis globalement le décideur principal, donc ça aide beaucoup. Et ensuite, comme je dis, là, le site qui est en production, c'est un site qui a pris quelques jours de développement, qui a été, je ne vais pas dire fait de manière secrète, mais presque, et on a montré que ça marchait. Pour le projet de refonte des sinistres, qui est un projet qui est beaucoup plus important, moi j'ai expliqué que oui, aujourd'hui c'est pas fini. Aujourd'hui je ne le recommande pas en production pour des gros projets, mais dans 2 ans, j'ai aucun doute que ce sera bon. J'ai aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'à voir sur à peu près tout ce qu'ils font. Ils progressent vachement, assez rapidement. Et dans 2 ans, tout sera là. Aujourd'hui, c'est peut-être pas bon, mais dans 2 ans, ce sera bon. Et ce sera bon pour les années à venir. Et nous, sachant qu'aujourd'hui, sur des sites ASP.NET, on peut toujours ne pas être en full .NET Core. Oui. Donc, quelque part, on a une certaine assurance de toujours utiliser ce qu'on a de base. Et les nouveautés, justement, de la partie web sont assez matures. Il y a plein de sites en production déjà en ASP.NET MVC Core, avec un mode compatibilité sur les frameworks existants. Et nous, on est encore sur du framework classique. D'accord. Il n'y a quasiment pas de risque, on va dire, en réalité. Non, sur l'ASP.NET Core, configuration. Sur l'ASP.NET Core, sur du framework .NET classique, la seule petite difficulté, c'est d'installer le petit module dans 2IS pour qu'il appelle, pour qu'il lance le site. C'est ça. Et c'est une opération d'infra qui prend 10 minutes. Donc il n'y a pas de risque. Non, rien. D'autres questions? Oui. Quand vous dites que le tooling n'est pas encore au point, Oui. quels sont les outils en particulier qui posent problème, qui ne sont pas finalisés aujourd'hui, qui posent problème justement dans la mise en place du site? D'accord. Là, la question, c'est au niveau tooling, quels sont les composants en particulier qui posent problème niveau tooling? En fait, ceux qui marchent, ça va être plus rapide, c'est les quelques commandes .NET Restore, Build, Run, et c'est à peu près tout. Pour publier un site, il n'y a rien en fait. Sur du Azure, ça pose pas de problème, ils ont fait tout ce qu'il fallait, machin. Sur du on-premise, il n'y a rien. En gros, il faut faire un .NET Publish, aller récupérer ce qu'il faut là où il faut, faire des copier-coller, faire des transformations de fichiers de config un peu à la mano. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas du bon tooling comme il pouvait y avoir avant, où on pouvait monter une build assez facilement et déployer assez facilement. Pour info, quand vous regardez les tasks de build dans TFS, vous n'avez pas les mêmes en on-premise et quand vous êtes dans VSTS déjà. Donc il y a certaines tasks qui n'existent pas, ou même des options de tasks, ne serait-ce que les commandes .NET Restored, ou quand vous basculez sur des paramètres avancés. Il y a des options qui existent dans VSTS, donc pour Azure. Et lorsque vous êtes on-premise, donc avec votre propre infra, vous n'avez pas ces options-là. Donc vous êtes souvent obligé de passer des scripts à la main, de préinstaller certains outils au niveau de TFS sur les serveurs de build pour pouvoir souvent forcer la build à passer. Surtout si vous avez déjà une usine orientée DevOps avec du code coverage, des choses comme ça. Typiquement, si vous êtes en 2015, donc
vous n'avez pas, si vous avez du SonarQube, vous pouvez pas analyser votre code parce qu'il ne reconnaît pas le Project JSON, il s'attend à CS proche, donc il faudra attendre la version 2017. Ça, c'est des exemples de choses qui ne marchent pas. Le code coverage en natif ne marche pas en .NET Core sur du on-premise. Vous êtes obligé d'utiliser des outils tierces type OpenCover avec des choses comme ça. Donc vous devez vous-même à la main rajouter des tasks spécifiques pour exécuter ce genre de trucs-là, par exemple. Ouais, dans VSTS, il existe les tasks .NET, restore, build, machin. On-premise, c'est appeler une commande .NET avec un argument restore, avec un argument build, bien préciser le projet qu'on veut builder, etc. Là-dessus, là où avant nos sites ASP.NET classiques, je vais dire, on faisait un MS build de la solution avec quelques arguments qui allaient bien parce qu'ils étaient un peu cachés. On avait tout ce dont on avait besoin. Bah là, c'est plus possible. Il faut tout refaire, tout à la main. Alors, déjà, un publish à partir de Visual Studio pour Azure, c'est facile. Oui. Ensuite, c'est pas une bonne pratique de base, parce que bon, vous avez votre versionning à gérer. En entreprise, vous faites pas ça, etc. Donc, on ne publie pas depuis Visual Studio. Hein. On publie depuis TFS. C'est ça. Donc voilà. Donc il y a quand même quelques soucis à ce niveau-là, effectivement. Mais ça s'améliore. Ça s'améliore. On est passé à TFS 2017 en décembre de l'année dernière. Il y a beaucoup de choses plus simples, mais ce n'est pas encore ça. Il y a encore du travail là-dessus. La promesse, c'est que ce soit prêt pour VS 2017. C'est ça. Donc dans VS 2017, pour ceux qui ont déjà testé, il y a pas mal de trucs qui sont quasiment corrigés, on va dire. Et une bonne appréhension en tout cas sur cette version-là, je pense. Oui. Est-ce que ce type de constat on-premise versus Azure ne pousse pas justement à poker des projets comme celui-là sur Azure Toujours filmé ? Oui, on est toujours filmé. Donc la question, c'est suite à ces constats-là, est-ce que on ne pourrait pas poker justement des projets dans Azure au lieu de solutions on-premise? Alors, nous, la problématique on-premise versus Azure, aujourd'hui, elle ne se pose pas. Comme je disais, on investit dans du matériel et le matériel, il faut d'abord l'amortir. Et il n'y a pas de volonté d'aller dans le cloud tant qu'on n'aura déjà pas amorti ce matériel-là. Et une fois qu'on l'aura amorti, on se repose la question, est-ce qu'on rachète du matériel parce que ça fonctionne bien comme ça, ou est-ce qu'on part sur du cloud et comment? Aujourd'hui, la question, nous, on ne se la pose pas. Pour nous, dans notre contexte, on n'est pas prêt à partir dans le cloud. En tout cas, pas pour notre SI. C'est quand même une question assez stratégique qui implique beaucoup de changements. Ne serait-ce que dans les équipes, dans la formation, tout le monde n'est pas habitué au cloud. Non. Il y a des problématiques peut-être de sécurité, des craintes aussi auprès des décideurs. Donc je pense que la question est beaucoup plus complexe et nécessite une étude assez approfondie. Plusieurs acteurs de l'entreprise peut-être. Oui. Aussi. Voilà, c'est une décision qui pour le coup me dépasse très largement. Voilà. Il y a des questions de sécurité, de pratique, de formation. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur passer du on-premise au cloud. Des questions auxquelles Microsoft répond en partie, notamment avec un data center, des data centers en France. Mais ils répondent qu'à une partie des problématiques. Il y a des problématiques qui sont propres à l'entreprise. Et aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à aborder ces sujets-là de manière vraiment sérieuse. Mais je pense qu'on finira par y venir d'une manière ou d'une autre et à un moment donné. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui. Des retours sur des performances d'applications .NET Core, c'est ça? On n'a pas de retour, nous. Donc, je supposais que c'est des bonnes
Bonne performance. C'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas des problématiques aujourd'hui de performance. Non, pas pure. sur l'application qui est en production actuellement. C'est pas des applications grand public, donc. Ouais. Quand je dis, c'est au début, on a 85% du marché français. Ça représente 27 000 personnes. C'est pas un marché qui est énormissime. Ce qu'on voit, enfin moi ce qu'on a vu, c'est que c'est un nouveau site qu'on a mis en production et que ça n'a pas eu d'impact négatif sur le serveur. Ce qui ne veut pas dire que les performances sont géniales ou quoi, mais que ça n'a pas dégradé les performances globales du serveur. Seule réponse que je peux donner pour le moment. Après, on n'a pas eu de plainte, de retour de c'est lent. Peut-être quand les gros projets sur un se gros termineront. projet, on aura plus de retours. Là, c'est vrai que c'est un petit projet. Il y a grosso modo une page pour télécharger un PDF. Niveau performance, ce n'est pas le meilleur exemple. Peut-être une question encore? Bon, on va s'arrêter là. Monsieur Grosperrin, merci encore pour ce retour d'expérience. Avec plaisir. Merci à vous.